Je remercie les organisateurs de ce séminaire État des droits et virtualité de la confiance qu'ils font en m'invitant. Je voudrais dire aussi le plaisir que j'ai de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de cette tribune prestigieuse, et ce pour vous entretenir d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les rapports de la justice virtuelle et de l'État. Pour traiter de ces rapports, j'ai pris le parti de la radicalité. J'entends par là l'étude de mécanismes de règlement des litiges en ligne marqués de manière radicale par les tendances à la virtualisation. Ma gageure est que ce sont ces situations-là qui renferment les enseignements les plus utiles pour la problématique générale de la manière dont la virtualité affecte les conditions contemporaines de production et d'application du droit. Mon argument est le suivant. On constate que la virtualisation dans le règlement des différends permet le développement de systèmes normatifs jouissant d'une très grande autonomie par rapport à l'État. Structurellement, ces systèmes constituent très clairement, je crois, des ordres juridiques transnationaux et d'origine privée. Dans les cas les plus radicaux, ces systèmes non étatiques violent certaines règles impératives, indérogeables du droit étatique. La question qui se pose alors est de savoir s'il convient ou non de reconnaître la qualité de droit à ces systèmes normatifs, avec tout ce qu'une telle reconnaissance emporte en termes de caution politico-morale. J'entends par là les qualités politiques et morales que nous associons à et attendons d'eux ce qui est juridique. eBay, dès les premiers balbutiements de sa place de marché électronique en 1996, met en place un système de règlement des litiges qui se déroule entièrement en ligne. Cette justice virtuelle, rudimentaire dans ses débuts, a pris en 1999 la forme qu'elle a encore aujourd'hui, dont je me propose de brosser les grands traits en guise d'illustration de mon argument. Le système de résolution des litiges en ligne est administré par une société du nom de SquareTrade qui résout pour eBay non loin d'1 million de litiges par an, ce qui en fait en réalité la plus prospère des institutions de règlement des différends au monde. Le système s'articule en 2 étapes. La première consiste en une négociation assistée par ordinateur, dans laquelle les parties tentent de trouver une solution à leur litige en négociant par des formulaires qui ressemblent à celui-ci, suivant des suggestions d'un système expert. C'est un point important, j'y reviendrai. Ces suggestions du système de négociation assistée sont établies sur la base de négociations antérieures réussies, réalisées par cette même plateforme électronique. Le système propose donc des solutions types qui se sont avérées par le passé avoir les chances les plus élevées de mener à un accord des parties. Cette étape de la négociation est suivie, le cas échéant, par une médiation en ligne, dans laquelle un médiateur communique avec les parties par un site web et éventuellement par courriel pour tenter de les amener à un accord. Le médiateur se fonde sur les positions et intérêts des parties telles qu'elles ressortent de leurs échanges, ayant eu lieu par l'interface de négociation assistée, et s'inspire, tout comme le système de négociation assistée, de solutions suggérées par la base de données alimentée par le système expert. Il faut bien dire qu'aucun membre d'eBay, aucune partie au litige qui en émerge, n'est contraint juridiquement de se soumettre à ce système de résolution des litiges. Il n'y a pas de clause de médiation ou de négociation assistée qui soit insérée dans les conditions générales qui s'attachent au contrat conclu sur eBay. Par contre, il existe une contrainte économique tout à fait réelle de se soumettre à ce type de résolution des litiges. Du côté du demandeur, qui est en principe l'acheteur, il n'y a en général pas d'autre forme de justice qui lui soit accessible. Pour des litiges de faible valeur qui sont souvent conclus avec une certaine distance géographique entre les parties, les tribunaux ne représentent simplement pas une voie de recours praticable en raison des frais impliqués par une telle procédure. Du côté du défendeur, la contrainte économique existe également. En cas de refus de sa part de participer à la négociation assistée puis à la médiation, sa réputation en est affectée. Cette réputation sur eBay prend la forme d'un chiffre, un profil numérique d'évaluation qui est simplement la note moyenne de toutes les notes données par les co-contractants à l'issue des transactions avec la personne notée. Vous le voyez ici en rouge, je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà conclu des transactions par eBay et savent de quoi je parle. Ce profil d'évaluation a un impact important sur la performance économique de son détenteur, ces co-contractants potentiels n'ayant la plupart du temps pas d'autres sources
d'informations sur l'honnêteté avec laquelle il mène ses affaires. En cas de refus de participer à la procédure, ce chiffre exprimant sa réputation est abaissé. On voit donc que les parties sont économiquement contraintes de se soumettre à la justice virtuelle d'eBay. La même contrainte existe également au stade de l'exécution de la solution produite par le système de résolution des litiges. Si la partie qui doit exécuter une prestation en conformité avec le résultat de la procédure refuse de la faire volontairement, elle est en principe sanctionnée par un abaissement de sa réputation électronique. Il n'est généralement, il faut bien ajouter, pas de recours possible aux tribunaux étatiques pour contester ou faire invalider le résultat d'une médiation qui ne plairait pas ou qui ne plairait plus pour des raisons de coût d'accès à la justice. Les parties sont donc contraintes non seulement de se soumettre à la justice virtuelle d'eBay, mais également de se conformer aux résultats que cette justice produit. On voit donc ici émerger l'idée d'un système normatif autonome. Quant au droit que cette justice met en œuvre, c'est là que ça devient intéressant, on observe qu'il est assez éloigné du droit que mettent en œuvre les tribunaux étatiques. Bien, on sait que négociation et médiation se font toujours à l'ombre d'un droit, une manière de dire que l'on négocie avec ou sans l'aide d'un médiateur, en se référant de manière plus ou moins consciente au système juridique que l'on considère comme pertinent. Ce système juridique détermine nos droits et nos obligations, il oriente nos comportements, il nourrit notre imaginaire de justice et il nous permet d'évaluer la valeur de notre position dans la négociation avec la partie adverse. Sur eBay, ce système juridique s'exprime au travers des recommandations que fait le médiateur quant à la solution des litiges ou quand il leur rappelle leurs droits et obligations, que ce rappel soit d'ailleurs explicite ou implicite. Et dans la partie négociation assistée du système d'eBay, ce système juridique s'exprime au travers des solutions retenues dans le formulaire. Diverses études ont montré que le droit à l'ombre duquel les parties évoluent dans la justice virtuelle d'eBay, le droit qu'ils prennent pour référent pour la résolution de leurs litiges et qui oriente donc leur comportement, n'est pas le droit étatique applicable par le jeu des règles de droit international privé. Ce n'est pas le droit du domicile de l'une ou l'autre des parties, ce ne sont pas les règles d'application immédiate protégeant les consommateurs, les règles impératives que la volonté des parties ne saurait contourner. Bien au contraire, le système normatif qui semble entretenir un rapport essentiel avec l'institution imaginaire de la communauté d'eBay, pour reprendre les termes de Castoriadis, ces normes qui contribuent de manière essentielle à la constitution de l'ordre symbolique partagé qui sous-tend la vie économique sur eBay, pour parler cette fois comme Paul Ricoeur. Ce droit, si l'on peut l'appeler ainsi, est ce que les parties elles-mêmes appellent le droit d'eBay. C'est ce droit-là qui semble dire les valeurs collectives de cette place de marché et fournir les principaux repères commerciaux aux membres d'eBay. Les parties sont en effet souvent bien conscientes que l'impossibilité économique d'accéder aux tribunaux entraîne une perte de pertinence très importante du droit que ces tribunaux mettraient en œuvre. Ce qui compte donc sur eBay, c'est l'ensemble des règles émises par eBay, les règlements d'utilisation, et les usages pratiques et autres faits normatifs qui ont émergé au fur et à mesure des millions de litiges résolus. Émergence qui est bien évidemment largement facilitée par le système expert qui enregistre les solutions retenues et les perpétue en les proposant dans des cas ultérieurs. On peut donc voir que c'est toute la chaîne de la production du droit, pour employer cette fois le vocabulaire de Ronald Dworkin, qui échappe au droit étatique. Les normes sont adoptées par eBay, le respect est assuré par le mécanisme de réputation électronique chiffrée contrôlé par eBay, elles sont appliquées à des cas concrets dans des mécanismes de résolution des litiges qui ne s'embarrassent pas ou guère de normes extérieures. On comprend évidemment bien l'idée d'économie de procédure consistant à simplifier le droit applicable. Si la justice virtuelle d'eBay devait tenir compte des divers régimes de droit de la consommation ou des autres droits impératifs des divers pays couverts par le champ d'activité d'eBay, la procédure de résolution des litiges en ligne ne serait probablement que marginalement plus accessible économiquement que les tribunaux étatiques. Mais on ne serait pas surpris d'apprendre que ce droit simplifié, uniforme, transnational, entre de temps à autre en conflit avec l'une ou l'autre des dispositions impératives, indérogeables de l'un ou l'autre des droits étatiques applicables. Pour ne prendre qu'un exemple, le droit d'eBay, si on peut l'appeler ainsi, viole le droit allemand de la vente aux enchères qui est de droit impératif. Certains utilisateurs domiciliés en Allemagne sont donc lésés par les règlements d'utilisation d'eBay, mais ne peuvent pas s'en plaindre devant les tribunaux étatiques qui restent inaccessibles, sauf pour les litiges d'une certaine valeur.
Je gagerai en réalité pour ma part qu'il existe encore de nombreuses autres situations du même type en dehors d'eBay. Le choix pour une place de marché électronique internationale, par exemple, se résume souvent à cela. D'un côté, le respect des divers droits étatiques conduisant à des procédures juridiquement complexes, souvent imprévisibles pour les parties, produisant des coûts importants et entraînant donc une inaccessibilité de justice correspondante. De l'autre côté, l'on trouve le respect d'un ordre normatif propre à la place de marché, prévisible par sa simplicité, accessible par l'économie de procédure qu'il permet. La question qui se pose alors est de savoir s'il est acceptable, ou à quelles conditions il est acceptable, que des ordres normatifs privés établissent une réglementation non seulement en marge, mais également contraire au droit étatique. Le triangle là représente en réalité la pyramide kelsenienne. C'est un peu stylisé, ça montre le renversement de hiérarchie. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de retenir deux impératifs. D'un côté, j'emploie ici les termes de John Gillissen résumant les raisons d'être du pluralisme juridique. D'un côté, donc, on prêtera garde à ne pas ignorer les besoins de certains groupes de possédés dans certaines circonstances, un droit qui lui soit propre parce qu'il permet de mieux résoudre les problèmes spécifiques qui se posent à ces groupes. Fin de citation. Donc l'idée d'efficacité. De l'autre côté, on verra à faire respecter les valeurs fondamentales de l'état de droit, concept qui reflète nos considérations les plus fondamentales relatives à la justice, à la loi et au pouvoir, pour parler cette fois comme François Host. Bien entendu, le positivisme classique ou étatiste, celui qui ne conçoit de droit hors de l'État, répondrait forcément par la négative à cette question de l'acceptabilité de normativité privée mettant en échec le droit étatique. En effet, le positivisme juridique est marqué par l'idéologie selon laquelle il existe une obligation morale d'obéir au droit indépendamment de son contenu et de sa valeur de justice. Et il ne se peut concevoir évidemment de droit autre qu'étatique. Toute régulation non étatique qui nous amènerait à ne pas respecter le droit étatique serait donc une régulation nous poussant à commettre une violation d'une obligation morale. Elle doit être condamnée à ce titre, quelle qu'en soit la qualité régulative. Une réponse plus nuancée que celle qu'apporte le positivisme juridique me semble pouvoir être trouvée précisément dans une prise de distance précautionneuse avec le positivisme juridique. Il convient, je crois, de se tourner vers la question des conditions de la reconnaissance du droit hors de l'État, du concept de droit hors de l'État, concept au sein duquel doivent s'inscrire les valeurs fondamentales de l'État de droit. Certes, si l'on suit l'opinion de la plupart des philosophes et des anthropologues du droit, qui adoptent des approches structurelles, comme on va le voir, on verrait dans l'exemple que j'utilise ici un ordre juridique non étatique qui serait, je crois, particulièrement clairement un système juridique. Que l'on suive Santi Romano, pour qui toute institution est ordre juridique, où l'institution s'entend d'un être ou corps social. Donc, tout corps social est un ordre juridique pour Santi Romano. Que l'on adopte l'approche de Norberto Bobbio, qui voit le critère de la juridicité dans la présence de règles organisant formellement la répartition des pouvoirs au sein d'une communauté. Que l'on adhère à la théorie de François et de Michel van de Kerkhove, pour qui le critère principal de la juridicité est l'autonomie du système normatif par rapport au droit étatique. Que l'on retienne l'approche de Hart, dont, on le sait, le critère de juridicité est la présence de normes secondaires de reconnaissance, de changement et de sanctions, ou que l'on suive plutôt des anthropologues du droit comme Roberto Sacco, pour qui chaque communauté distincte a nécessairement un droit propre, ou Paul Bohannan, qui voit la juridicité dans la présence d'institutions formelles disant le droit, ou que l'on suive des sociologues du droit comme Georges Gurvitch ou Jean-François Perrin, qui considèrent que l'on est en présence de droit chaque fois que plusieurs personnes forment un groupe reconnaissant le caractère juste d'un rapport de droit et de devoir qui leur est propre. Que l'on suive donc ces pluralistes philosophes, anthropologues ou sociologues du droit, on conclurait, sans trop d'hésitation, à la présence d'un système juridique dans le cas d'eBay et dans les situations présumées qui s'y apparentent. Mais une question qui n'est que très rarement articulée, tant toutes ces approches ne s'intéressent qu'à des questions de structure, est celle de savoir si les ordres juridiques non étatiques reconnus par les pluralistes du droit remplissent les conditions de justice que l'on associe au concept de droit, s'ils respectent les valeurs fondamentales de l'état de droit. On se souviendra peut-être que c'était une présomption de réponse négative à cette question qui avait poussé Léon Duguay et Hans Kelsen
en préface du premier numéro de ce qui devint la revue Droit et Société, à écrire que nous croyons avoir des raisons, nous croyons avoir des raisons sérieuses pour être persuadés que l'unique moyen d'assouvir nos aspirations vers la justice et vers l'équité, c'est l'assurance résignée qu'il n'y a pas d'autre justice que celle que l'on trouve dans le droit positif des États. Fin de citation. C'est le présupposé que l'état de droit ne se peut trouver que dans le droit de l'État. C'est là, en réalité, toute l'idée politique du positivisme juridique. On le sent d'ailleurs bien. L'idée qu'eBay ait pu mettre en place un système normatif qui viole le droit étatique dérange, quel que soit le degré de satisfaction des utilisateurs d'eBay par rapport à cette régulation privée. Ce qui dérange est donc la violation de la hiérarchie habituelle entre régulation publique et régulation privée, bien plus que la solution matérielle qui va servir de base à la résolution d'un litige concret. Comment alors articuler cette question de savoir si les ordres juridiques non étatiques reconnus par les pluralistes du droit remplissent les conditions de justice que l'on associe au concept de droit? Comment savoir s'ils respectent les valeurs fondamentales de l'état de droit? Comment répondre à cette angoisse du juriste qui constate que le droit étatique est contredit, violé par un système normatif d'origine privée? Une solution est de recourir à une définition du droit qui dépasse ces critères purement structurels, généralement retenus par les pluralistes, pour nous tourner vers une notion du droit qui tienne compte de la qualité normative d'une autorégulation ou d'un système normatif non étatique. On verra, et je le dis pour vous rassurer sur le fait que, en réalité, je ne m'éloigne pas trop du sujet qui m'a été assigné, on verra qu'il s'agit là de conditions procédurales qui permettent de garantir des processus de résolution des litiges conformes aux valeurs de l'état de droit. Alors, une telle conception du droit a principalement été retenue par Lon Fuller dans sa moralité interne du droit. Pour Fuller, suivi très récemment par Matthew Kramer, qui précise et affine les arguments de Fuller, pour ces auteurs, donc, un système normatif ne peut être qualifié de juridique que s'il respecte 8 principes de légalité, qui sont autant de conditions procédurales qui s'attachent au concept d'état de droit. Ces 8 principes, ces 8 éléments de la moralité interne du droit sont généralité de la norme, vérifiabilité ou connaissabilité publique des normes, prospectivité des normes, c'est-à-dire l'inverse de la rétroactivité, intelligibilité des normes, non-contradiction logique et matérielle, absence de normes prescrivant l'impossible, stabilité des normes, et enfin, congruence entre la formulation et la mise en œuvre des normes. Que tirer alors de ces critères pour la justice virtuelle? Quelles sont à cette lumière les principales conditions que doivent remplir les mécanismes de résolution des litiges pour que leur fonctionnement et leur production normative soient conformes aux valeurs de l'état de droit? 3 éléments de la moralité interne, tous 3 liés, méritent plus particulièrement que nous nous y arrêtions. Le premier est le réquisite de la généralité de la norme. Ce principe exige que tout système juridique, pour qu'il soit juridique, doit avant tout être composé de normes générales, que des directives spécifiques à certaines situations et certaines personnes ne constituent pas le mode principal de régulation. Un système normatif purement casuistique ne peut prétendre à la juridicité. Deuxième élément est la vérifiabilité publique des normes. Ce principe exige qu'un ordre juridique, pour être juridique, doit rendre ces normes accessibles, vérifiables, connaissables par leurs destinataires. Un système normatif entièrement composé de normes secrètes n'est pas un système juridique. Le troisième élément est la congruence entre la formulation et la mise en œuvre des normes. C'est le principe de la correspondance du droit dans les livres et du droit dans les faits, pour parler à nouveau comme Ronald Dworkin. L'idée qu'il doit exister dans un système juridique des mécanismes garantissant que la régulation de cas concrets se fasse effectivement en application de normes générales et vérifiables, que lors de la résolution du litige, c'est effectivement le droit dans les livres qui s'applique et non d'autres normes. Transposons maintenant ces 3 éléments de la moralité interne du droit en principes d'organisation, de procédure, de règlement des différends, principes qui doivent donc garantir des processus de règlement des différends conformes aux valeurs de l'état de droit. Poursuivant avec l'approche prenant le parti de la radicalité que je suis depuis le début de mon exposé, j'envisage ces principes dans le contexte de systèmes de justice virtuels dans lesquels la résolution des litiges joue un rôle central dans la production normative. Ces 3 éléments correspondent aux réquisites suivants. La présence d'un système
adjudicatif et pas seulement de conciliation, le respect d'une règle ou d'une pratique du respect du précédent, stare decisis, ou des notions comme les arrêts de principe ou la jurisprudence constante. Et troisième élément, la publication des résultats de ces procédures. La présence d'un système adjudicatif, c'est-à-dire d'un mécanisme de règlement dit différent apparenté à l'arbitrage ou aux tribunaux, par opposition à la médiation, à la négociation, est nécessaire pour garantir que les normes générales soient effectivement appliquées à des cas concrets, cela n'étant pas le cas dans des systèmes non adjudicatifs comme la médiation ou la négociation, où la solution dégagée peut être très loin de ce que prévoient les règles matérielles applicables. C'est d'ailleurs là, dirait-on en passant, l'argument principal derrière le mouvement anti-alternative dispute resolution américain. De plus, la médiation et la négociation n'ont en principe aucune prétention à produire des normes générales et vérifiables, ce sont simplement des solutions spécifiques à des problèmes spécifiques que l'on tente d'y dégager. La présence d'une règle ou d'une pratique, du respect du précédent, est exigée par les principes de généralité et de vérifiabilité. Si en effet les mécanismes de résolution des litiges propres à un système normatif donné ne rendent que des décisions éparses, déconnectées les unes des autres, on aurait un système normatif fonctionnant de manière purement ad hoc et casuistique. En l'absence d'un pouvoir législatif fort, un tel système normatif ne serait pas principalement composé de normes générales et connaissables par les destinataires. On mentionnera ici en passant que ce problème se pose de manière assez aiguë dans certains domaines spécifiques de l'arbitrage. Je pense, donc on est ici en dehors de la justice virtuelle, je pense à l'arbitrage d'investissement et à l'arbitrage en matière de sport, où les normes générales applicables sont relativement vagues et où les auteurs les plus avertis de ces domaines envisagent tout à fait sérieusement de créer ou d'encourager une règle ou une pratique, à tout le moins, de respect du précédent. On peut également observer, plus près de notre problématique, la pratique croissance du respect des précédents dans la procédure UDRP, c'est la procédure de résolution des noms de domaine, et le développement de bases de données recensant les précédents, toujours dans le cadre de la procédure UDRP, développement qui vise donc à encourager une telle pratique de respect des précédents. Enfin, la publication des résultats est exigée par le principe de vérifiabilité. Si les lieux de résolution des litiges ont un poids important dans la production du droit, la non-publication de leurs décisions équivaudrait à la création de normes secrètes qui ne peuvent orienter le comportement des destinataires du système normatif, et on ne saurait donc parler de système juridique. Comment est-ce que le système de résolution des litiges en ligne d'eBay s'en sort-il face à ce test ? Tout d'abord, il est évident qu'il n'y a pas de mode adjudicatif de règlement des différends. Il n'y a pas de mécanisme de résolution des litiges tranchant les différends en application de la normativité propre à eBay. Mais s'il n'y a pas d'arbitrage en ligne pour eBay, il y a un système expert proposant des solutions qui orientent les parties vers le respect des normes spécifiques à eBay et qui conduit donc à une application indirecte de ces normes. En ce qui concerne la pratique d'un respect du précédent dans le système d'eBay, cette condition semble relativement satisfaite grâce au système expert. Quant à la publication des résultats, leur absence dans le système d'eBay, ne serait-ce que sous forme statistique, est, me semble-t-il, assurément un défaut. J'en arrive à la conclusion que, contrairement à ce que j'ai pu dire ailleurs, il me semble donc que le système normatif d'eBay ne mérite pas la qualification de système juridique, quand bien même il en a tous les aspects structurels. Partant, je crois que la situation d'indépendance très forte du système normatif d'eBay par rapport au droit étatique n'est tout simplement pas une bonne chose, en tout cas pas dans la configuration actuelle de l'autorégulation d'eBay. On me reprochera peut-être que ces conditions procédurales de la juridicité que j'énonce sont trop exigeantes, que l'arbitrage commercial international, par exemple, ne les remplit pas. Il y a en effet dans l'arbitrage commercial international pas de respect des précédents et guère de publication des sentences. Effectivement, je ne pense pas que la lex mercatoria mérite la qualification de système juridique, sa qualité régulative étant en réalité très faible. Pourtant, rares sont ceux qui s'élèvent contre la politique de laisser-faire généralement pratiquée à l'égard de la lex mercatoria et de l'arbitrage commercial international. On considère en général que c'est acceptable que l'arbitrage puisse avoir une telle indépendance par rapport à l'État. Mais il faut bien se rendre compte que l'importance politico-morale que l'arbitrage commercial international respecte les principes fondamentaux de l'État de droit est nettement moindre que pour les justices virtuelles. L'arbitrage commercial international implique des professionnels généralement aguerris,
tandis que la justice virtuelle implique majoritairement des particuliers, des consommateurs, des personnes sans expérience dans la défense de leurs droits. L'objet de ma communication aujourd'hui a été de proposer comme étalon de mesure pour l'appréciation de certains phénomènes caractéristiques de la virtualisation un concept de la juridicité propre à être appliqué à des ordres non étatiques et qui ne soit pas purement structurel, mais intègre également des composantes tenant à la qualité de la régulation ou de la gouvernance. C'est dans un tel concept, tel a été mon argument, qu'il me semble pouvoir trouver les conditions fondamentales qui doivent être retenues afin de garantir des processus de justice virtuelle conformes aux valeurs de l'état de droit. L'un des concepts les plus prometteurs à cet égard me semble être la moralité interne du droit de Fuller, qui m'a amené à conclure que la présence d'un mécanisme adjudicatif de règlement des différends, pratiquant un certain respect des précédents et publiant ses résultats est un réquisite fondamental pour la reconstruction du droit hors de l'état par la justice virtuelle. Je vous remercie.